Yanis Roder, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire-géographie dans un collège de Seine-Saint-Denis depuis quoi? Depuis une vingtaine d'années? C'est ça. C'est ça. Vous collaborez avec le Mémorial de la Shoah, vous êtes membre du Conseil des sages de la laïcité, et entre vos autres faits d'armes, vous dirigez l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès, c'est ça? Tout à fait. Vous êtes l'auteur de Sortir de l'ère victimaire, qui est paru chez Odile Jacob et qui est finaliste du prix Montluc Résistance et Liberté. Première question, un peu question de chauffe. Votre livre est sous-titré « Pour une nouvelle approche de la Shoah et des crimes de masse ». En quoi cette approche est-elle nouvelle ? Alors, j'ai l'heure de croire qu'elle est nouvelle parce que je propose de ne pas entrer dans l'histoire de la Shoah et dans l'histoire des victimes des génocides, aussi bien génocide des Arméniens que génocide des Tutsis du Rwanda, par les victimes et leurs souffrances, mais plutôt de rentrer par les processus politiques qui ont mené à la mise en place, à la mise en œuvre des processus génocidaires, et d'entrer avec les élèves, parce que mon propos s'adresse vraiment à des enseignants d'abord, pas uniquement à des enseignants, mais d'abord à des enseignants, et de faire en sorte d'entrer avec les élèves un petit peu dans la tête des bourreaux, c'est-à-dire dans la tête de ceux qui ont assassiné les gens, aussi bien dans ces longues marches vers le désert de Syrie en 1915 qu'au bord des fosses en Ukraine en 1941 ou sur les collines du Rwanda en 1994. Voilà. Mon idée, c'est de faire réfléchir les élèves sur qu'est-ce qui fait qu'on devient d'abord un assassin de masse, qu'est-ce qui fait qu'on bascule, qu'est-ce qui fait que tout un pays peut basculer avec ces gens, ou plutôt comment ces gens accompagnent ce basculement. Et c'est vraiment ce qui me... Et c'est ce qui me motive dans les recherches que je mène sur ces questions-là. C'est qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui rend possible un génocide. Et c'est d'abord par là que je crois, pour l'expérimenter depuis 20 ans maintenant dans un collège classé sensible en Seine-Saint-Denis, qu'on a des choses à faire. Et c'est en entrant comme cela dans cette histoire, je crois qu'on intéresse aussi les élèves et on évite beaucoup d'écueils, on évite beaucoup de problèmes liés à cette, je dirais, cette approche peut-être traditionnelle ou en tout cas qui avait cours d'entrer par la souffrance, par les victimes. Et je vous avoue que j'ai réfléchi à cette pédagogie, parce que c'est aussi une pédagogie, parce que j'en ai pris aussi un peu plein la figure de la part de mes élèves. Oui, c'est ça. Il y a en fait dans votre livre, enfin en tout cas on sort de la lecture de votre livre avec une espèce de... on a l'impression en fait qu'il y a un véritable effet de réel, parce que vous partez de vos élèves, collège, lycée, les échanges que vous avez avec eux, et parce que vous dites de manière assez simple, je vous cite, « Il m'a bientôt semblé évident que je ne pouvais plus traiter l'histoire de la Shoah sous l'angle unique des victimes et de la souffrance. Ce qui semblait avoir fonctionné avec ma génération n'était pas efficace là où je me trouvais. » Et du coup, vous soulignez le fait que le choc, la sidération, face aux violences et aux représentations des victimes de la Shoah, mais aussi des autres violences de masse, n'est pas une mise en réflexion, n'aide ni à penser les violences de masse, ni à prévenir leur récurrence. Oui, parce qu'on fait, je crois, toujours cette erreur de se dire que on va choquer, on va faire pleurer, on va choquer, on va provoquer une émotion, et qu'à partir de là, on pourra construire. Moi, je ne crois pas qu'on puisse construire à partir d'une émotion, surtout quand l'émotion est très forte. Je ne dis pas qu'il faut bannir l'émotion, mais je crois qu'il faut construire une réflexion intellectuelle. Il faut prendre au sérieux nos élèves, prendre au sérieux dans leur intelligence, je dirais, leur proposer une vraie réflexion intellectuelle, montrer comment des pays basculent, comment des idéologies mortifères sont mises en œuvre en fait. Montrer aussi par exemple que quand les nazis disent des choses, ils les mettent en acte. Ça veut dire que ça nous oblige aujourd'hui à prendre au sérieux les discours qui nous paraissent complètement fous, parce que les hommes qui les tiennent ne sont pas des fous. Et ça, c'est très important aussi.
Et donc l'idée, si vous voulez, de l'émotion, elle n'est pas à bannir, mais on doit d'abord réfléchir et pas provoquer l'émotion pour après réfléchir, parce que souvent l'émotion face à des actes qui sont si terribles, l'émotion peut submerger la pensée et peut paralyser notre capacité à réfléchir. Donc je crois vraiment qu'entrer par les bourreaux, entrer par la réflexion sur le processus politique, sur ce qu'est une vision du monde qui mène au génocide, permet ensuite, d'abord permet de réfléchir, et ensuite d'aborder les victimes, parce qu'il ne s'agit pas d'évacuer l'histoire des victimes, absolument pas. Il faut parler des victimes, il faut parler aussi des réalités de ce qu'ont été les génocides, mais les jalons ont été posés, la réflexion a été faite, et je crois qu'on offre aussi aux élèves, à nos élèves, une véritable grille de lecture, et donc une grille qui leur permet une compréhension des passages à l'acte. Compréhension ne veut pas dire approbation, bien évidemment, mais voilà, ils savent pourquoi. Quand les armées allemandes entrent en Pologne, ils savent très bien pourquoi, ils le comprennent. Quand les Juifs commencent à être assassinés sur le front de l'Est en URSS à partir de juillet-août 1941, eh bien, au regard de la vision du monde nazi et la vision qu'ils ont du cours de la guerre, au regard de leur idéologie, eh bien, les élèves le comprennent. Et c'est ça qui m'apporte. Le prix Montluc Résistance et Liberté est épinglé sur la carte au départ à Lyon, dans la prison de Montluc, qui est un endroit qui historiquement a une charge. J'en parle parce que quand vous parlez de mécanique et de compréhension du bourreau, on est à un endroit, si vous voulez, avec Montluc, où on est au cœur d'une machine qui a entraîné des violences de masse. C'est une systématisation des violences de masse. Est-ce que vous avez eu l'occasion peut-être d'approcher ce lieu-là, moi, que j'ai trouvé absolument bouleversant, c'est-à-dire que c'est vraiment j'ai pleuré pendant 2 jours, enfin je ne m'attendais pas du tout à avoir cette charge dans ce lieu-là. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le découvrir? Malheureusement, je n'ai jamais eu la chance de découvrir la prison de Montluc. Il se trouve que mon grand-père a été emprisonné en 1944, mais pas à Montluc, à Lyon, mais pas à Montluc. Il a eu de la chance, voilà, il s'en est sorti. Donc je me suis toujours dit que j'avais une histoire personnelle avec cet espace. Donc je n'ai jamais eu l'occasion de visiter Montluc. Et c'est vrai que il y a des choses très intéressantes qui se sont déroulées à Lyon. Évidemment, on fait référence, moi je pense tout de suite, comme tout le monde j'imagine, au procès Barbie, à Klaus Barbie, et qui, vous savez, Klaus Barbie, et c'est aussi ce que j'essaie de montrer dans mon livre, Klaus Barbie, quand il va arrêter les enfants d'Isieux, en avril 1944, il nous fait la démonstration que la Shoah est un crime idéologique et totalement politique. C'est-à-dire que, quel est le danger que posent les enfants d'Isieux aux nazis? Objectivement, pour vous et moi, on comprend qu'il n'y a aucun danger. Mais pour les nazis, ce sont des juifs qui représentent un danger de mort. C'est un crime complètement idéologique et Barbie nous en fait la démonstration avec cette arrestation des enfants d'Isieux. Et cela, c'est, je trouve, extrêmement important d'en parler, extrêmement intéressant. Et au-delà de cela, dès que j'aurai l'occasion, j'irai visiter la prison de Montluc, parce que d'abord, je l'ai souvent croisé dans mes recherches, dans mon travail, et j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Moi, je trouve qu'il y a un avant, en tout cas personnellement, je trouve qu'il y a un avant et un après la découverte de cet endroit-là. Effectivement, des baraquements qui ont accueilli les enfants d'Isieux au mur des fusillés. Et ce prix, justement, ce prix Montluc Résistance et Liberté accueille dans son giron la notion de résistance un peu dans toutes ses acceptions. À votre avis, j'ai l'impression que c'est un peu le cas de votre livre aussi, c'est-à-dire qu'il y a une manière de placer, il y a une forme de résistance en fait. J'aimerais bien vous entendre là-dessus, qui passe effectivement par la nécessité de repenser absolument la manière dont on enseigne l'histoire de la Shoah, et plus généralement peut-être l'histoire du peuple juif. Et il y a une ouverture aussi au génocide Tutsi, etc., qui fait que j'ai l'impression qu'il y a comme une chambre d'écho en fait entre cette manière, une espèce c'est un élogisme horrible, mais de faire une espèce d'update sur d'ouvrir en fait ce terme de résistance. Vous me touchez beaucoup en disant que mon livre renvoie à cette notion
de résistance parce que j'ai grandi dans une famille où on grandit, enfin moi j'ai grandi un peu du fait de mes parents dans le mythe, si vous voulez, des résistants, ces résistants de la FTP-MOI, du groupe Manoukian, voilà, de Thomas Selleck, de de Marcel Reimann, voilà, de tous ces gens-là. Et donc voilà, mon livre, bon, que vous en parliez comme étant, voilà, comme apportant quelque chose à cette notion de résistance, ça me touche beaucoup. Alors oui, résistance, je ne sais pas. Néanmoins, je me dis que voilà, il y a quelque chose qui se passe, qui se déroule aujourd'hui sous nos yeux, qui est le processus lent, et qu'effectivement il faut résister à ce processus. Et ce processus qui regroupe beaucoup de choses, où beaucoup de choses se recoupent, mais qui va finalement, depuis le début des années 2000, en tout cas moi je l'ai constaté, qui touche, qui concerne, vous avez parlé du peuple juif, qui concerne les juifs et notamment les Français, les citoyens français juifs qui ont été touchés et qui sont touchés dans ce qu'ils sont. Et effectivement, ma réflexion, elle part d'abord de ce que me disaient mes élèves au début des années 2000, c'est-à-dire parfois dans un antisémitisme totalement débridé, des choses absolument, difficilement soutenables. Et je me suis aperçu qu'effectivement, mon discours, qui était un discours lambda, qui était un discours classique d'un jeune professeur, était un discours qu'il vivait comme une provocation. Voilà, je parlais de la souffrance des Juifs pendant la Shoah, mais bien certains le vivaient comme une provocation, en me disant voilà, mais il y a d'autres peuples qui ont souffert, nous aussi on a souffert. Oui, vous parlez de concurrence mémorielle. Exactement. Et c'est ce qui m'a fait réfléchir. Vous savez, ce sont mes élèves, moi, qui m'ont fait écrire ce livre, qui m'ont fait réfléchir. Tout d'abord sur ma pédagogie, sur mon discours, qui m'ont fait réfléchir sur les formations que j'ai ensuite montées au mémorial de la Shoah, sur ce dont avaient besoin les enseignants. Une manière effectivement, bon, c'est pas glorieux, mais de résister à ce discours qui se diffusait, qui malheureusement continue, du fait de la viralité des réseaux sociaux notamment, et qui continue à se diffuser en France aujourd'hui. C'est une manière de proposer, en tout cas, une manière de résister à ces discours en posant un discours scientifique, un discours rationnel et surtout un discours républicain. Et est-ce que vous pensez que, après la mort de Samuel Paty, décapité pour avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète, est-ce que vous pensez que c'est faire acte de résistance aujourd'hui en étant professeur que de continuer à montrer ces caricatures? Alors, je crois que... c'est une énorme question, évidemment. Bien sûr. Mais... Non, mais je crois qu'il faut éviter de confondre, je ne dis pas que c'est ce que vous faites, mais d'une manière générale, parce qu'on m'a beaucoup posé la question, est-ce qu'il faut montrer des caricatures? D'abord, je ne crois pas qu'il faille montrer des caricatures. Je crois que tout cela s'inscrit dans des démarches pédagogiques, des démarches intellectuelles entamées par le professeur en relation avec une classe, et donc dans une relation de confiance qui se construit. Je pense qu'un professeur n'est pas là pour, et d'ailleurs l'école n'est pas là pour faire adhérer à des convictions. L'école est là pour ouvrir chaque élève, pour permettre à chaque élève de sortir des déterminismes qui sont les siens. Un élève qui arrive à l'école, il laisse à l'entrée ses susceptibilités, son intime en quelque sorte. Et il vient à l'école pour être enseigné. Et pour s'élever, mot élève, pour s'élever intellectuellement. Et c'est ce qu'offre l'école. Et donc, s'élever intellectuellement, c'est accepter l'enseignement de l'enseignant, mais l'enseignement de l'enseignant n'est pas là pour montrer des caricatures, il est là pour enseigner et pour expliquer. C'est-à-dire que montrer, ça n'a pas de sens. En revanche, montrer et expliquer, déconstruire, expliquer qu'il y a un message, on le fait en permanence. Est-ce qu'on doit le faire avec des caricatures de Charlie Hebdo? Si c'est bien construit, si c'est bien amené, bien sûr. Mais ces caricatures, ou d'autres, à mon sens, ne doivent pas être utilisées pour choquer, pour provoquer. Je crois que l'enseignant n'est pas là, et ce n'était pas du tout l'intention de Samuel Paty, je crois pas. Je crois que c'était un enseignant qui était d'abord confirmé, qui savait faire son travail. Je ne dis pas ça du tout, non. Mais je crois qu'il le faisait en sachant exactement ce qu'il le faisait, en préparant ses séances. D'ailleurs, les propos qu'il a tenus à ses élèves ont montré qu'il savait que c'était quelque chose de compliqué, donc il prenait en compte la susceptibilité que les élèves auraient dû rester
bon, voilà, c'est comme ça, hein, ce sont aussi des élèves, ce sont des enfants, ça reste encore des enfants. Donc, il faut travailler ces questions-là. On est là pour interroger les images et montrer qu'elles portent un message. Et encore une fois, sans dire il faut adhérer à ce que vous voyez. Ce n'est pas du tout le propos. Voilà, le propos, c'est de l'éducation à l'image. Ce matin, les informations faisaient vent d'un sondage qui a été réalisé par l'IFOP pour la LICRA, je crois, et qui montrait qu'un lycéen sur deux est plutôt hostile à l'idée de critiquer une religion. Et aussi était plutôt favorable, en tout cas ouvert à l'idée que des agents du service public puissent avoir des signes ostensibles religieux sur eux. Vous êtes membre du Conseil des sages de la laïcité, j'aimerais bien savoir ce que ça vous évoque. Ça m'évoque ce qui me vient à l'esprit en ayant entendu ce sondage qu'on m'avait envoyé auparavant, hein, donc je l'avais déjà. La première réflexion qui a été la mienne, c'est de me dire qu'il y avait un problème de perception des choses chez une partie de notre jeunesse. C'est-à-dire que nous avons une partie de la jeunesse, et je crois que c'est plusieurs auteurs, hein, Caroline Fourès par exemple, ou d'autres ont parlé de génération offensée ou de génération j'ai le droit, qui vivent beaucoup dans l'idée que oui, c'est la liberté individuelle qui doit primer, c'est le respect dû à chacun, dû à ses croyances, dû à sa manière de s'habiller, bien sûr, sauf que nous formons une société. Nous ne sommes pas des individus les uns à côté des autres, et que nous formons une communauté politique qui s'est donné des valeurs et des principes. Et parmi ces valeurs et ces principes, il y a bien sûr les valeurs de la République et le principe de laïcité. Et je crois qu'il y a une vraie mécompréhension de ce que signifie le principe de laïcité, parce que si les élèves, la moitié des élèves, considèrent que on ne peut pas interdire, on ne devrait pas interdire les signes ostentatoires religieux à l'école, c'est qu'ils n'ont pas compris la loi de 2004, ils n'ont pas compris son esprit. Qu'est-ce que c'est que cette loi de 2004 qui prohibe les signes ostentatoires religieux d'appartenance? Eh bien tout simplement, c'est ce que je l'ai dit auparavant, c'est-à-dire qu'un élève vient en laissant à la porte ce qui relève de son identité reçue, son identité, on va dire subie, reçue, pour se construire indépendamment de cette identité, et ressortir de l'école en ayant reçu un enseignement, sans avoir reçu cet enseignement en étant appartenant à une religion à une autre. Il a été un élève, un apprenti citoyen. Et quand il ressort, libre à lui, bien sûr, d'adhérer à nouveau à cette identité, mais en connaissance de cause. C'est-à-dire que cela devient un choix. C'est-à-dire que l'école de la République, à travers cette loi de 2004 par exemple, elle offre l'émancipation. Voilà. Chacun s'en saisit s'il le souhaite. Il n'y a pas d'obligation. Voilà. Mais elle offre la possibilité de l'émancipation par rapport à des identités qui sont subies, parce qu'elles sont reçues dans la famille. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, sur votre question, sur le fait de critiquer ou pas la religion, moi, c'est quelque chose qui me frappe et m'inquiète. On a tué en France au XVIIIe siècle pour des raisons religieuses et pour avoir blasphémé. Aujourd'hui en France, on a le droit de critiquer les idées. Et je crois malheureusement que beaucoup de jeunes qui répondent à ce sondage confondent la critique des idées et la critique des hommes. Et quand on critique les idées, donc des croyances par exemple, ils pensent que ce sont les hommes qui sont visés. Quand je dis les hommes, c'est le terme générique, bien sûr. Non, ce ne sont pas les hommes qui sont visés, ce sont les croyances. Et il faut cette susceptibilité, cette sursusceptibilité, je crois que c'est aussi un signe, et je me permets de le dire comme ça, un signe d'immaturité, en fait. Je crois qu'une société qui est mûre est une société, mûre intellectuellement j'entends, est une société qui accepte qu'on discute des idées, qu'on critique les idées. Évidemment,
si ce sont les personnes qui sont visées, là, ça tombe sous le coup de la loi. Parce qu'on n'a pas le droit de discriminer les personnes, on n'a pas le droit d'appeler à la haine contre des personnes. En revanche, des idées, toutes les idées sont critiquables. J'en reviens à votre livre, et en même temps on est déjà dedans, vous voyez, il y a le dehors et le dedans, il y a en effet vraiment de porosité, quoi. Et votre livre s'inscrit vraiment dans un débat très large. Dans votre livre, vous parlez effectivement d'une sorte de mise en concurrence mémorielle qui s'adosse, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, peut-être que je me trompe, à une espèce de notion très verticale qui est celle du devoir de mémoire qui s'est imposée dans le paysage médiatique et dans le paysage de la pensée au cours des années 80, notamment avec Nora. Est-ce que, et vous critiquez certaines dérives, en tout cas vous mettez en garde contre certaines dérives attenantes au devoir de mémoire et qui ne sont qui sont ressenties, si vous voulez, qui ne sont plus qui sont notamment adossées en fait à notamment toute l'histoire coloniale qui a généralement traversé les trajectoires familiales de vos élèves, et qui ne tient plus non plus face à une espèce de vision américaine, enfin en tout cas au multiculturalisme qui est arrivé des États-Unis. C'est quoi, c'est quand est-ce que ça, c'est quoi, années 70 Oui, ça commence dans les années 70. Bon, là, c'est une accélération aujourd'hui, ouais. hein, une véritable accélération aujourd'hui. Mais sur ces dérives du devoir de mémoire, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui. C'est vraiment central dans votre livre. Comme tous les spécialistes de la question en réalité, hein, là-dessus, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que l'expression devoir de mémoire est quand même une expression malheureuse parce que d'abord je crois qu'on a un devoir d'histoire et que la mémoire c'est autre chose que l'histoire. On a un devoir d'histoire, c'est-à-dire que le devoir de mémoire porte en lui d'abord l'injonction, il faut se souvenir, et il porte en lui, je crois, intrinsèquement, une dimension morale, au sens moralisante, qui n'a pas de portée, en tout cas, ni didactique, ni pédagogique, ni cognitive. On n'apprend rien, si vous voulez, avec l'injonction, il faut se souvenir, qui voit aussi à la question, à l'injonction du plus jamais ça. Si on n'explique pas de quoi le ça est fait, on ne comprend rien. Et donc on prend le risque, si vous voulez, de construire une sorte, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Georges Bensoussan, le premier qui avait parlé de religion civile, hein, autour de cette religion civile de la Shoah, autour du devoir de mémoire. Il faut une sorte d'incantation, mais il faut donner du contenu. Et le contenu, il se donne par l'histoire, il ne se donne pas par la mémoire. Et donc je crois vraiment qu'il faut faire une histoire politique de cet événement Shoah. Il faut comprendre les processus. Je reviens toujours à la même chose. Vous savez, je radote un petit peu. Hein. Les processus politiques, qu'est-ce qui fait que voilà, les nazis arrivent au pouvoir, les processus idéologiques et politiques, qu'est-ce qui fait qu'on marche doucement mais sûrement vers le génocide sans vision téléologique. Hein. Il y a des contingences qui font qu'on va au génocide. Mais tout cela doit donner un contenu, doit donner un réel contenu politique à notre enseignement. Au-delà de cela, ou plutôt à rebours de cela, si on ne fait pas ce travail-là, et si on reste dans l'injonction du devoir de mémoire, on tombe dans l'injonction moralisante. Et dans cette injonction moralisante, si vous n'avez rien expliqué, eh bien il y a des gens qui vont vous dire, oui d'accord, mais pourquoi se souvenir de cela plus que d'autres choses? Il y a eu les crimes de la colonisation, c'est vrai, il y a eu l'esclavage, bien sûr, et donc pourquoi mettre l'accent là-dessus? Parce qu'effectivement, on peut avoir l'impression dans notre société que eh bien certains, par leur discours, sacralisent la Shoah et oublieraient d'autres pans terribles de notre histoire qui n'a pas toujours été magnifique. Donc nous risquons de tomber, et c'est arrivé bien sûr, dans cette concurrence mémorielle malsaine qui peut aussi déboucher sur du deux poids deux mesures. Ah mais oui, les juifs on en parle plus, ouais. Les juifs, il n'y en a que pour les juifs, etc. Des choses comme ça. Et je crois vraiment quand on enseigne, on a cette responsabilité de faire une histoire politique de ces questions et de ne rien éluder. Voilà, de ne rien éluder, de dire les choses quand les questions sont posées, de répondre. Et quand les questions sont posées sur la comparaison, est-ce que la guerre d'Algérie c'est comparable à la Shoah? Est-ce que l'esclavage c'est comparable à la Shoah? Il ne faut pas éluder ces questions, ne jamais se planter du haut
du haut de son autorité morale pour dire mais c'est n'importe quoi. Non, il faut prendre les questions, répondre, argumenter et expliquer scientifiquement, de manière rationnelle, de manière aussi à éduquer ses élèves à la citoyenneté, parce que c'est une véritable éducation à la citoyenneté. Ça aussi, c'est un peu un changement de paradigme, hein, se dire que finalement, ça a peut-être du sens de comparer, alors que c'est comme si il y avait un interdit de la pensée, un chemin où qu'il ne fallait pas emprunter, sous peine de banaliser, de rendre prosaïque des violences dont on a à cœur de brandir l'exemplarité, et ne serait-ce que pour prévenir leur récurrence. Oui, c'est vrai que moi quand j'étais jeune, je me souviens que j'entendais souvent la Shoah n'est comparable à rien. On ne peut pas comparer la Shoah. Moi, je crois qu'on confond deux choses. On confond comparer et confondre, en fait, tout simplement. Comparer, ce n'est pas confondre. Comparer, c'est singulariser, en fait. Ça permet de singulariser. On compare pour mieux singulariser. Et d'évaluer aussi. Évaluer et surtout aussi montrer qu'il y a des mécanismes qui sont très proches, en réalité. Aussi bien des mécanismes politiques que des mécanismes intellectuels. Vous savez, quand des assassins Hutus, du Hutu Power, sur les collines du Rwanda, vont assassiner des familles, vont assassiner des enfants, vont assassiner des femmes enceintes, ils sont convaincus de faire le bien, ils sont convaincus d'être dans le vrai, d'être dans le juste. Le SS des Einsatzgruppen qui tue une famille juive à Kiev en 1941, il pense la même chose, il est convaincu de faire le bien. Il y a des analogies à faire. Il faut distinguer les idéologies, distinguer les crimes, distinguer les contextes, mais il y a des analogies à faire parce que ça nous aide aussi à lire le présent. Je veux dire par là que les assassins du Bataclan, quand ils rentrent dans le Bataclan et qu'ils tuent 90 personnes et en blessent des centaines, ils sont convaincus d'être dans le juste, d'être dans le vrai et de faire le bien. Et le point commun, j'ai pris 3 exemples, le point commun aussi de ces 3 exemples, c'est que les gens qui sont passés à l'acte, ceux que l'on appelle les bourreaux, ces bourreaux-là, eh bien, ils sont convaincus de se défendre. Leur geste est vécu par eux-mêmes comme un geste de légitime défense. La Shoah, dans l'imaginaire des nazis, c'est un geste défensif. Et ça, c'est très important de le faire comprendre. Parce que cette angoisse qui anime les nazis, c'est vraiment cette angoisse qui les anime, eh bien, c'est celle qui les fait passer à ce stade paroxystique du génocide. C'est la même chose pour les tueurs Hutus, c'est la même chose pour les assassins du Bataclan. C'est cette angoisse qui les meut et cette peur et cette envie aussi pour le Bataclan de vengeance. Mais la même chose, on trouve la même chose dans les discours nazis, dans les discours du Hutu Power. Vous avez toujours cela. Et ça, c'est très important de montrer cette dimension défensive. C'est pour ça que il faut toujours écouter ce que disent les gens quand ils tiennent des discours victimaires. Parce que le discours victimaire, c'est le discours de l'assiégé. C'est le discours de celui qui se sent en danger. C'est le discours, sans aller dire que c'est un discours nécessairement paranoïaque, mais c'est un discours qui légitime les actes qui suivront. Il faut toujours se méfier des discours victimaires. Cette année, là, en 2021, ce prix Montluc Résistance et Liberté réunit 5 finalistes. Vous en faites partie. Il y a aussi un livre de Colum McCann qui s'appelle Hyperogon, Dima Abdallah, Mauvaise Herbe. Je vais évidemment en oublier Impossible, d'Eri De Luca. À chaque fois, non seulement les idées, la thèse que vous développez, en tout cas sur une nouvelle manière de penser la Shoah et les crimes de masse, ricoche à des résonances assez troublantes et à chaque fois assez singulières sur chacun des livres que je viens de citer. Mais ce prix récompense à chaque fois des auteurs qui manifestent en tout cas une forme de liberté. Est-ce qu'il est difficile, quand on est historien et qu'on est spécialisé sur la Shoah et les sujets qui sont les vôtres, de penser en liberté? Oui, c'est difficile. C'est difficile, c'est faisable, mais c'est difficile parce que on est un peu tenu parfois. On est un peu tenu par des manières des manières de penser ces événements qui se sont imposés. Vous l'avez dit. Le
devoir de mémoire, les premières fois où j'ai moi critiqué publiquement le devoir de mémoire, ça n'a pas été facile, ça a été même parfois violent. Mon livre n'a pas été très bien reçu bien reçu par tout le monde. Voilà, donc j'ai eu des remarques très dures parfois dans ce que je pouvais dire. Donc c'est difficile parce qu'on peut en prendre un peu plein la figure, que c'est jamais plaisant d'en prendre plein la figure. Et en même temps, je ne suis pas dans l'idéologie, mais je suis convaincu d'être dans le vrai. Donc je dis ça non pas par prétention, mais parce que ça fait plus de 20 ans que j'enseigne en Seine-Saint-Denis et que je vois mes élèves face à ces sujets avec la stratégie qui est la mienne. Et en fait, je pense que ça marche. Je pense que ça marche, comme me l'a dit il y a 2 ans dans une université que le Mémorial de la Shoah avait monté à Toulouse, que m'ont dit 2 profs qui sont venus me voir en me disant voilà, on vous avait entendu il y a 5-6 ans, on a essayé votre stratégie, et ça marche très bien. Et ce sont 2 profs qui enseignent dans deux quartiers différents de Toulouse, mais qui sont des quartiers difficiles. Et donc j'étais extrêmement touché de cela parce que je suis, si vous voulez, j'utilise cette liberté et en même temps je sais que parce qu'on utilise cette liberté, on prend des coups. Voilà. Alors c'est pas des coups très graves, hein, on s'en remet, mais parfois il y a des petites blessures venant de gens que vous estimez, de gens qui ont compté pour vous et qui ne comprennent pas la démarche parce que ça sort de ce qu'ils ont toujours fait et de ce qu'ils ont toujours pensé. Merci Yanis Roder. Merci à vous.